Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée avec le président Zelensky, regardez, et le président Donald Trump. Ça y est, les trois hommes ont fini leur entretien et s'apprêtent à monter dans les véhicules. Le président élu américain qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection a déclaré dimanche vouloir conclure rapidement un accord pour mettre fin au conflit. Je tiens à remercier le président Emmanuel Macron d'avoir organisé notre rencontre. C'était une très bonne réunion. Il était important qu'elle soit constructive et que nous parlions bien sûr de l'Ukraine et des Ukrainiens. En attendant, l'administration Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de plus de 900 millions de dollars, avec notamment des drones et des missiles. Car en attendant de possibles négociations, Kiev doit toujours faire face aux attaques de Moscou. On va déjà avoir le temps des candidats. Emmanuel Macron s'est offert un week-end de belles images et un grand coup diplomatique en pleine crise politique à domicile. Le président a réuni 40 chefs d'État et parmi eux, Volodymyr Zelensky, Donald Trump et en marge des cérémonies de réouverture de Notre-Dame. Alors parlons vrai, est-ce que la reconstruction de Notre-Dame en si peu de temps a démontré que la France est encore un grand pays? Est-ce que la rencontre avec Trump et Zelensky va permettre de remettre la France au premier plan pour un processus de paix en Ukraine? Et à cette question, rouverture de Notre-Dame, est-ce un coup de maître de Macron? Vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Philippe Moreau Chevrolet, senior partner chez Iconic. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, il y avait des événements dans l'événement. Hein. Absolument. Trois idées, je l'espère, rapides. D'abord, je considère, on l'a dit ici, Emmanuel Macron n'a pas tellement tenu de promesses durant ces mandats présidentiels qu'on puisse ne pas le féliciter pour le tour de force que d'autres, évidemment, ont permis et largement concrétisé de cette Notre-Dame de Paris au bout de 5 ans remise en splendeur. Deuxième élément, ça n'est pas un grand coup diplomatique, mais toute rencontre comme celle qui a eu lieu entre Emmanuel Macron, le président Zelensky et le futur président Trump est fondamental sur le plan du dialogue. Et dernière observation, c'est d'autant plus quelque chose d'important que je persiste, le second Trump ne va pas avoir grand-chose à faire avec le premier. On l'a vu lorsqu'il est revenu sur sa décision de ne pas venir, on l'a persuadé de devoir venir. Il discute et c'est bon de montrer qu'avant que Trump ait pris une position, il est fondamental qu'il ait écouté le point de vue de Zelensky. Françoise Degois. Moi, je pense qu'il ne faut pas finasser. Alors, coup de maître, coup de génie, n'exagérons rien. Il n'a pas reconstruit Notre-Dame avec ses mains. Emmanuel Macron tout seul, avec ses mains, avec son casque de chantier. Enfin bon, il faut savoir être fair-play, sérieusement. Et d'ailleurs, ce qui restera des deux mandats d'Emmanuel Macron, vous verrez qu'en un, il restera Notre-Dame, en fait. Et puis pour le reste, jusque la réforme des retraites. Donc oui, bien sûr, c'est apporté absolument à son crédit, et je dois noter, je ne sais pas qui est la plume de l'Élysée qui a concocté ça avec Emmanuel Macron, mais pour une fois, j'ai trouvé le discours de Macron extrêmement juste. Je l'ai trouvé au cordeau, je l'ai trouvé pas trop long, je l'ai trouvé intelligent dans le caractère hugolien quasiment. On s'inscrit dans la trace et c'est pour des siècles et des siècles. Il n'y avait rien de religieux. C'était un hymne vraiment à l'humanité, à la fraternité. Je l'ai trouvé vraiment, je l'avais dit pour Samuel Paty, je pense que c'est le deuxième meilleur discours en 7 ans d'Emmanuel Macron. C'est quand même pas mal. Il s'est pas manqué pour ce jour-là. Bon, voilà, écoutez, on va pas lui faire sa peau tous les jours. Hein. On fait ça à 300 jours par an. Mickaël Sadoun. Oui, moi je vais faire une redite, mais concernant la volonté politique, évidemment il en a eu. Après, évidemment, ça relève pas non plus de l'exploit, puisque il a eu des fonds plus ou moins illimités qui venaient largement du privé, et puis derrière c'est quand même des artisans qui travaillent sur ça, mais il a quand même fait mentir certains personnels politiques, notamment Thierry Mariani, qui disait que c'était absolument impossible de reconstruire en 5 ans, donc il les a quand même bien renvoyés dans les cordes. Sur l'entretien avec Zelensky et Trump, je trouve que ça relève plus du coup de com' que du coup de force, puisque les positions n'ont pas tellement varié. Donald Trump n'a pas bougé de sa position, il l'a redit d'ailleurs aujourd'hui. Il est favorable à un cessez-le-feu. Je remarque que Zelensky aussi s'est assez largement calmé depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, donc il est plus prêt à négocier aujourd'hui.
Ça n'a pas changé grand-chose. Après, qui se rencontre, qui se serre la main, bon, tant mieux, mais ça me semble pas être révolutionnaire. Philippe Moreau, Chevrolet consultant et senior partner chez Iconic, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement Notre-Dame peut sauver ce double quinquennat en matière d'image ? Alors oui, ça va y contribuer. C'était un grand moment de communion nationale, au sens quasiment littéral du terme, avec un effet JO, je dirais. C'est-à-dire qu'on avait de nouveau la thématique de la fierté. On a réussi à faire ça ensemble. Ce sont de nouveau des artisans, nos champions français qui l'ont fait avec une exaltation des pompiers, etc. Et puis un côté évidemment très lyrique et très juste d'Emmanuel Macron, qui n'est jamais aussi bon qu'en ce type de circonstances. Et puis il y avait un deuxième message de communion, mais international, avec un appel à la paix. C'était aussi assez réussi. Après, c'est assez paradoxal quand même, parce qu'on a un président qui rebâtit une cathédrale, en tout cas c'est l'histoire qu'il nous raconte, et qui détruit son camp politique. Donc on a vraiment, c'est saisissant l'instantané qu'on a d'Emmanuel Macron, avec d'un côté quelqu'un qui est capable de faire ça et qui est capable de créer ce moment national, comme il a su le faire avec les JO, auxquels personne ne croyait non plus, souvenez-vous. C'est un travail partagé avec Anne Hidalgo, mais c'est quand même une réussite. Et dans le même temps, au plan politique et domestique, c'est un champ de ruines absolu. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui restera comme image du président Emmanuel Macron. C'est ces deux visages de lui, finalement, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. On a du mal à comprendre qui il est. C'est vraiment extrêmement saisissant, je trouve. Philippe Bilger. Vous avez raison, Philippe, et votre dernière réflexion me conduit à vous demander, à votre avis, comment se fait-il que le talent qu'il a, même avec l'exagération, pour les sonorités, les hommages, les commémorations, ne parvient jamais à se traduire dans la perception que les citoyens ont de lui sur le plan politique? Parce que pour lui, parler, c'est agir. Quand il téléphonait à Poutine, au début de la crise, avant l'invasion en Ukraine, il pensait qu'il allait, par sa discussion, par sa parole, il allait réussir à empêcher l'invasion. Il avait fait même un communiqué à 2h du matin de l'Élysée en disant « J'ai parlé à Poutine, tout va bien ». Mais en fait, la parole, ça suffit pas. Et pour les Français voient un décalage entre sa parole, ce qu'il dit, et la réalité qui est quand même très très fréquent. Quand il parlait du Covid, il disait qu'on était en guerre. Ça a beaucoup bénéficié en popularité à Édouard Philippe, qui lui disait mais on est simplement face à un virus, on va gérer et puis on va le faire comme on peut, quoi. Et il y avait vraiment un fossé entre ce que disait le chef de l'État, il y a souvent, et la réalité, ce qui fait que pour les Français, il y a un doute qui s'est mis là-dedans. On se dit il est très bon pour parler, pour donner du sens, pour créer des événements où la parole est la seule chose qui compte finalement. Mais après, sur l'action, il y a un vide vertigineux. Ça, je trouve que c'est... il a porté ça vraiment beaucoup plus loin que tous les autres présidents de la République. François, je rebondis ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas finalement un homme de spectacle? Parce qu'il est très bon dans le spectacle, finalement. Je sais pas, je trouve qu'il est très mauvais acteur. D'ailleurs, il a très mal dit son texte. Son texte était magnifique, mais il l'a très mal dit. Je rejoins ce que dit Philippe. Peut-être, probablement, en tout cas, lui considère, il y a une forme de vision de lui-même qui est une forme de sacralité. C'est du narcissisme, parce que je suis pas psychiatre. En tout cas, lui, il considère que sa parole est performative. Voilà. C'est la parole qui fait que parce que je suis là, eh bien, les choses vont changer. Ça marche pas ou ça marche une fois sur 10. Et là où je suis d'accord avec Philippe, je ne sais pas s'il l'a abordé, je pense qu'Emmanuel Macron, son défi, évidemment, il paraît que on me rapporte qu'il ne cesse de demander à ses proches c'est quoi mon héritage, qu'est-ce que je vais laisser, etc. Ça devient une obsession. C'est toujours l'obsession des présidents en deuxième ou en fin de mandat. Bon, ça c'est fait. Pour lui, ça devient une obsession. C'est quoi mon héritage? What is my legacy? A-t-il demandé l'autre jour aux États-Unis par un diplomate américain. Qu'est-ce que je vais laisser? Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que Emmanuel Macron devrait peut-être arriver à laisser une meilleure compréhension. Quand on regarde les enquêtes qualitatives sur Emmanuel Macron, alors il y a de la détestation, etc. Mais la question qui revient derrière, c'est exactement ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est on ne sait pas qui il est. En fait, il est hyper énigmatique. Plus que détesté, il est hyper énigmatique. Et en réalité, est-ce que c'est pas ça son défi avant la fin du quinquennat? Nous expliquer, puisqu'il n'y a plus d'enjeu, qui il est vraiment. Mickaël Sadoun. En effet, je crois qu'Emmanuel Macron est un homme du symbolique. Il est aux antipodes, je dirais, d'un Sarkozy qui était un pur pragmatique, qui ne s'embarrassait pas de grandes pompes et de grands discours. Ça fait partie du rôle de chef de l'État, donc je trouve ça bien à certains égards. Je le trouve un peu trop pompeux de temps en temps.
Et puis surtout, je le trouve assez incohérent parce que Emmanuel Macron est toujours perdu entre deux conceptions antagonistes de la politique qui sont d'un côté une forme presque de messianisme en politique, donc l'utilisation des symboles, de la grande pompe. Il a envie d'être au-dessus de la mêlée. C'est notre projet. Et de l'autre côté, une conception extrêmement machiavélique en fait du pouvoir, où c'est vraiment quelqu'un qui fait des petits coups toute la journée aux uns et aux autres et qui parfois peut avoir l'air un peu mesquin. Et je pense que c'est cette contradiction qui ne le rend pas crédible aux yeux de beaucoup de Français. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, c'est strike pour Emmanuel Macron ce week-end? J'espère bien que non. En tout cas, ça, c'est votre point de vue. me concernant, je ne pense pas. Et pourquoi? Parce que on peut pas faire un strike juste avec la cathédrale de Notre-Dame. C'est juste impossible. Mais il y a aussi les bons offices entre Zelensky et Trump. Ouais, on verra ça dans quelques jours. Parce que moi, les bons offices, j'y crois pas trop. Alors, on va faire réagir Philippe Moreau-Chevrolet. Le moins qu'on puisse dire, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est que c'est cash. Les médias sont assez quand même positifs, pour pas dire dithyrambique depuis ce week-end. Est-ce que quand vous entendez Maud, vous dites peut-être que dans ce que le reste de la France, c'est pas aussi blanc ou magnifique qu'on veut bien le dire? Il y a un effet JO qui fait que on peut être que fier et heureux des images de Notre-Dame. Après, de là à réhabiliter Emmanuel Macron, qui est quand même au plus bas de sa popularité historiquement, il va falloir regarder les sondages à venir dans les prochaines semaines pour savoir si ça a un impact. On peut légitimement être assez sceptique vu la crise qu'on a en ce moment. C'est ce que je disais, il y a deux images qui sont complètement différentes. Il y a un président qui nous dit « j'ai reconstruit la cathédrale » et celui-là, on a envie de le croire et on adhère au spectacle, pas forcément à la personne mais au spectacle. Et puis d'un autre côté, on constate que la situation politique est, par la faute de ce même président, hyper inquiétante. Et là, vous savez quel est le sentiment dominant chez les Français en ce moment? Et ça cache tout le reste, c'est l'anxiété. C'est-à-dire qu'on a plus de 80% des Français qui sont inquiets de la situation économique et politique depuis la dissolution. Mais ça veut dire que quoi qu'il fasse à partir d'aujourd'hui et depuis quelques semaines, c'est terminé pour lui? Non, il peut encore retomber sur ses pattes, mais il va falloir qu'il répare. Il est expert dans un domaine, Emmanuel Macron, c'est se mettre dans des difficultés et après s'en sortir lui-même. C'est-à-dire que personne ne lui a demandé de faire la dissolution, il s'est mis lui-même au pied du mur, et là on attend que lui-même se sorte du problème. C'est comme ça depuis le début de son quinquennat, donc c'est assez sidérant, et s'il arrive à s'en sortir, peut-être... Et Philippe, avec l'extrême difficulté qu'il rencontre chaque jour, pour Notre-Dame, si on parvient à être objectif et louangeur à son égard, c'est que la promesse a été suivie effectivement par la réalité qu'on peut constater quand on est de bonne foi, alors qu'en politique, il est très difficile de percevoir les résultats des promesses qu'il prend. C'est sûr. Moi, je dirais... Oui. Après, on va en arriver justement à la problématique comment dirais-je, du remaniement. La question qui se pose pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il nomme un Premier ministre proche de lui, dont il ne va pas pouvoir se dissocier en réalité pour faire vivre lui-même la fin de son mandat. C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, il y a des gens assez fins dans son entourage qui ont soulevé ce problème, que je trouve que c'est le vrai problème politique. Si jamais tu nommes quelqu'un qui est proche de toi, ou du bloc central ou de la droite, etc. Comment est-ce que tu fais pour te dissocier, toi, Emmanuel Macron, et finir, toi, ton mandat en majesté par rapport à ce Premier ministre? Est-ce que tu n'as pas plutôt intérêt à avoir une cohabitation plus dure? Non, mais c'est un vrai questionnement sur la fin de son mandat. Emmanuel Macron aurait eu intérêt à avoir un Premier ministre qui venait du Rassemblement national. C'est pour ça que moi, je trouvais que sa stratégie d'entre-deux tours, appelant à ne pas voter ni pour le RN ni pour LFI, était mauvaise. Il aurait dû laisser le Rassemblement national rentrer au Parlement et composer lui-même son gouvernement. Je pense que ça les aurait un petit peu disqualifiés pour 2027 parce que les Français auraient eu leur dose. Et puis en plus, lui, il aurait eu cette posture, je dirais, de splendide isolé et de roi solitaire. Mais comment est-ce que tu peux faire appeler le Premier ministre, le bloc, d'abord c'est pas le premier parti en termes de bloc. Sans alliance, il aurait été. Mais non, mais comment est-ce que tu peux imaginer dans la cohérence politique, Michael, pardon, vous pouvez imaginer, je dis juste qu'un homme qui a été élu 2 fois
contre Marine Le Pen appelle un Premier ministre alors qu'il n'est pas obligé de le faire. C'est il n'en aurait pas été à sa première incohérence. Non, je dis simplement que la stratégie d'entre-deux tours était mauvaise. C'est insensé, je pense. Parce qu'en pense Philippe. Se représenter, ça aurait dû ça aurait du sens aussi. Mais je pense que même en fin de mandat, ça aurait été pas mal parce que ça l'aurait mis dans la posture que Françoise disait à l'instant, c'est-à-dire un splendide isolé et cette espèce de solitude du pouvoir. En tout cas, il faut une cohabitation dure, ça, moi, je pense. Allez, de toute façon, ça va venir vite, hein, j'imagine. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet, d'avoir été. Merci à vous, Philippe. Enfin, on aura les résultats assez rapidement, donc on saura si c'est une vraie cohabitation ou pas. Cécile, la dernière fois 2 mois. 51 jours, je crois. Ouais, voilà. Mais là, heureusement, ce sera plus rapide. Enfin, vous savez que la date butoir. On était en train de dire au revoir à Philippe Moreau-Chevrolet, senior partner chez Iconic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pardon, Maude, vous restez avec nous ? Bien sûr. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et c'est là où on verra les forces en place. On verra qui sera le meilleur. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai.